Bonjour, ici Virginie pour Il n'est jamais trop tard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline qui va nous parler des oméga 3. Bonjour Caroline. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter Caroline s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis praticienne de santé en naturopathie. C'est donc une discipline qui prend en compte l'individu dans sa globalité, à la fois la gestion de son mental, de ses émotions, mais aussi de son corps. Pour moi, la majorité des problèmes de santé qu'on peut rencontrer prend sa source dans l'assiette et dans l'hygiène de vie globale. D'ailleurs, Hippocrate le disait déjà il y a quelques milliers d'années, que ton aliment soit ton médicament. Donc si on mange bien, normalement, si on se repose bien, si on fait assez d'exercice physique, on doit préserver sa santé, sauf cas exceptionnels, génétiques, etc. Voilà. Et donc, j'ai remarqué dans ma clientèle et dans mon entourage proche, les gens qui consomment des oméga 3 sont assez rares. Et la plupart du temps, ils ne savent même pas ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi il faut en manger. C'est pourquoi j'ai choisi comme sujet aujourd'hui d'interview les oméga 3, parce que ce sont des nutriments tellement essentiels pour l'équilibre et la santé qu'il me semble important d'en promouvoir la consommation. Et c'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui vous convaincre qu'il faut absolument en consommer et de courir au magasin, en acheter et en consommer régulièrement. Voilà. Ouais, c'est vraiment ton but, c'est de nous sensibiliser, faire une sorte de prise de conscience par rapport à cet apport en oméga 3 qui est important. Tout à fait, oui. Et donc, si on ne consomme pas d'oméga 3, qu'est-ce qu'on risque? Ça c'est une bonne question, effectivement. Qu'est-ce qu'on risque? On risque des maladies cardiovasculaires, on risque des troubles nerveux, ne serait-ce que de la fatigue, des problèmes de concentration, une susceptibilité au stress, mais également des maladies chroniques comme le diabète, tout ce qui est même développement de l'enfant, du cerveau de l'enfant, et tout ce qui est inflammatoire aussi, toutes les maladies inflammatoires chroniques ou pas, que ce soit de l'arthrite, que ce soit des inflammations au niveau des intestins et du coup qui conditionnent plein de maladies, notre immunité. C'est particulièrement important pour l'allergie, parce que j'ai remarqué aussi qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques. Et enfin, une étude a montré récemment qu'un bon taux d'oméga 3 dans le corps permettait une prévention du cancer du sein. Sachant que l'incidence du cancer du sein est en perpétuelle augmentation, il me paraît quand même important déjà de minimiser le risque, ne serait-ce qu'en ayant une consommation adéquate d'oméga 3. C'est le minimum qu'on puisse faire. Et Caroline, qu'est-ce que c'est exactement finalement un oméga 3? Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Tout à fait. Donc les oméga 3 en fait font partie de la grande famille des lipides. Les lipides, comme vous le savez, sont les trois grandes familles, les protides, les glucides et les lipides, sont les trois grandes familles importantes à consommer un petit peu tous les jours. Les lipides ont un rôle à la fois structurel, mais aussi énergétique. Il faut savoir qu'un gramme de lipides fournit 2 fois plus d'énergie qu'un gramme de glucides. C'est pour ça que ça fait souvent grossir. Mais bon, c'est un autre débat. Les lipides sont divisés eux-mêmes en 3 familles. Donc il y a les acides gras saturés, que l'on peut fabriquer au niveau de nos cellules adipeuses, au niveau du foie, au niveau du cerveau, et qu'on absorbe via l'alimentation en mangeant des graisses animales, que ce soit les produits laitiers ou la viande. Ensuite, il y a les acides gras monoinsaturés, dont le principal que tout le monde connaît est l'huile d'olive, mais qu'on est aussi capable de fabriquer dans notre organisme. Et enfin, viennent les acides gras polyinsaturés, et dans cette famille, il y a les oméga 3 et les oméga 6. D'accord. Donc, ils sont on les dit polyinsaturés parce que dans leur structure chimique, en fait, il y a deux doubles liaisons, ce qui les rend fragiles, d'une part, mais en même temps, ce qui leur confère des propriétés particulières dans notre organisme, à savoir particulièrement l'augmentation de la fluidité des membranes des cellules. Donc, il y a les oméga 6 qu'on trouve dans certaines huiles, comme l'huile de tournesol, l'huile de pépin de raisin, il y a l'acide arachidonique. Et dans les oméga 3, il y a aussi 3 familles. Il y a ceux qui viennent des plantes, qu'on appelle la grande famille des ALA, qui viennent par exemple de l'huile de noix, de chanvre, de lin, de cameline et l'huile de colza.
D'accord. Et enfin, et les EPA, DHA, qui viennent des poissons gras, des poissons roses et bleus, à savoir le maquereau, la sardine, les harengs, saumon, truite, flétan. Et il y en a aussi dans les algues et le phytoplancton. D'accord, donc c'est en fait dans tout ça qu'on peut retrouver principalement des oméga-3. Et ce que je n'ai pas dit, qui est quand même très important, c'est que ces acides gras, on les dit les acides gras essentiels, on les écrit d'ailleurs parfois AGE pour acides gras essentiels, parce que notre organisme est incapable de les produire, de les fabriquer. Et c'est pourquoi il faut absolument les consommer dans notre alimentation, au même titre que certains acides aminés essentiels qui font partie des protéines. On dit bien qu'il faut manger des protéines un petit peu tous les jours pour nos muscles, pour notre structure, etc. On en parle des protéines, mais on ne parle jamais des acides gras essentiels. Et ils sont pourtant extrêmement importants, pas pour les mêmes raisons, mais voilà. Donc au même titre, des fois on dit qu'il faudrait manger 5 fruits et légumes par jour. En fait, tous les jours, il faudrait consommer... Manger 2-3 huiles différentes par jour, ou des poissons, ou des choses comme ça, effectivement. Et alors, si parfois on ne peut pas forcément les intégrer dans notre alimentation, si on est végétarien ou végétalien ou qu'on a un régime particulier ou peut-être qu'on n'aime pas spécialement au goût, est-ce qu'on peut les prendre en gélule ou... Alors effectivement, déjà, toutes les sources qu'on peut trouver dans l'alimentation, si je résume, il faudrait par exemple manger 2-3 fois du poisson par semaine. Donc pour les végétariens, effectivement... et les véganes, il en est hors de question. On peut donc les trouver dans les sources végétales qui sont l'huile de noix, l'huile de chanvre, l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de soja. Donc déjà, ces sources végétales, tout le monde peut les consommer. Ensuite, on peut les consommer sous forme de graines. Donc il faut broyer les graines de lin parce que sinon elles vont dans les intestins, enfin dans les petits diverticules et on ne va pas profiter des oméga-3 et en plus ça peut irriter certains intestins. Il y a des graines de chia qu'on peut aussi faire tremper. Les œufs, il existe d'ailleurs des œufs de poule nourris spécialement avec des oméga-3. On vous appellera les œufs oméga-3. Il y a aussi la filière bleu blanc cœur dont je voulais parler pour ceux qui mangent de la viande pour le coup, parce que ce sont des animaux qui ont été nourris avec des aliments riches en oméga-3 et avec un respect plus important des conditions de vie. Et donc pour tous ceux qui peuvent manger ni huile, bon ça c'est quand même un peu rare, et ni animaux, effectivement il y a les compléments alimentaires qu'il faudrait vraiment inclure dans notre alimentation quand on ne mange pas ces poissons, parce que sinon effectivement on risque de développer certaines pathologies. Et mes recommandations d'ailleurs pour les compléments alimentaires, c'est de faire très attention, c'est pas acheter n'importe quoi dans les grandes surfaces, etc. Il faut qu'il y ait la norme EPAX, qui garantit la pureté et la qualité de ces oméga-3. Et la norme Friend of the Sea qui garantit une pêche raisonnée pour éviter de dépeupler les mers pour nous apporter les oméga-3 qui déséquilibreraient un petit peu la planète. Voilà. Et concrètement, en fait, à quoi servent exactement les oméga-3 quels sont leurs rôles et quelles sont leurs fonctions? D'accord, leurs fonctions dans le corps. En fait, ils ont quatre grandes fonctions, on va dire. Ils ont donc un rôle de substrat énergétique pour la cellule, parce que comme je disais, les lipides apportent de l'énergie à la cellule, et ce qui va nous permettre d'en avoir. Ils ont un rôle structurel très important, parce que en fait, c'est eux qui qui constituent la membrane de nos cellules, et qui assurent la fluidité de cette membrane. C'est-à-dire que si la membrane de nos cellules est trop rigide, par un apport trop important d'acides gras saturés, justement, les échanges ne vont pas pouvoir se faire entre les cellules, en tout cas entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Et si cet échange ne peut pas se faire, par exemple, le cholestérol ne pourra pas rentrer dans la cellule pour fabriquer tout ce qui est hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles, la vitamine D, les sels biliaires. Mais en plus, ce cholestérol va rester à l'extérieur. Donc tous ceux qui ont des problèmes de cholestérol, déjà, ont intérêt à vraiment supplémenter très très fort en oméga-3 pour pouvoir justement faire pénétrer ce cholestérol au sein de leurs cellules. Donc ça, c'était le rôle structurel. Ensuite, le rôle modulateur, parce que les oméga-3 sont des précurseurs de molécules anti-inflammatoires, et c'est pourquoi ils sont si importants dans tout ce qui est maladie inflammatoire. Et enfin, un rôle régulateur au niveau des gènes. Donc ça peut intervenir aussi dans certaines maladies. Donc
Tous ces rôles leur confèrent du coup des bienfaits dans l'organisme, à savoir une bonne santé cardiovasculaire, parce que donc, si le cholestérol rentre, on va pouvoir fabriquer des hormones et donc avoir un bon équilibre hormonal. Et sachant d'ailleurs, on entend beaucoup parler de la vitamine D en ce moment, on a tous tendance à être carencés en vitamine D par le manque de lumière, mais s'il y a aussi un apport en matière première, c'est un petit peu embêtant. On en entend aussi beaucoup parler à cause des statines. En ce moment, c'est un petit peu un sujet brûlant parce que les gens qui ont trop de cholestérol, les médecins leur donnent des statines. Et ces statines empêchent en fait le cholestérol de faire ce qu'il a à faire dans l'organisme. Et donc tout ce que j'ai dit, faire donc des sels biliaires, donc pour la digestion des lipides, faire de la vitamine D et faire des hormones sexuelles. Les hormones sexuelles, on en a besoin pour beaucoup de choses, pas que pour procréer en fait. La femme est très dépendante de son équilibre en hormones sexuelles, par exemple. Par rapport au cycle. Par rapport au cycle. Donc, la santé nerveuse est très dépendante des oméga-3, mais aussi le bon fonctionnement du cerveau. Parce que comme ils sont importants dans la fluidité membranaire, du coup, la communication entre les neurones par les synapses se fera mieux s'il y a une bonne fluidité membranaire. Du coup, tout ce qui est problème de concentration... mémoire, toutes les fonctions cognitives, toute la fatigue, il y a même des troubles, ça peut être à l'origine de troubles même bipolaires, de dépression. Donc vraiment, ça va loin, le système nerveux est vraiment fortement impacté par la carence en oméga 3. Donc ça va être important dans le développement de l'enfant, comme je vous ai dit. Et d'ailleurs, les femmes enceintes devraient consommer beaucoup d'oméga 3, d'huile à oméga 3 en tout cas, parce qu'il faut faire attention aux métaux lourds quand on est enceinte. Donc au moins les huiles, bien sûr bio et de première pression à froid, c'est hyper important. L'œil et la vision sont concernés aussi par les oméga 3, donc pour éviter aussi tout ce qui est phénomène de dégénérescence et de vision des couleurs ou de vision de nuit. Et puis évidemment tout ce qui est inflammatoire. Donc tous les gens qui ont des problèmes... déjà ostéo-articulaires importants, les sportifs devront consommer plus d'oméga 3 pour éviter de se blesser et pour éviter les tendinites. Tous ceux qui ont les intestins fragiles, on entend beaucoup parler aussi de maladies de Crohn, de rectocolite hémorragique. Les maladies auto-immunes sont aussi très impactées par les oméga 3, le problème de thyroïdite, c'est très fréquent aussi. Tout ce qui est allergie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tellement de choses qui sont concernées par les oméga 3. J'espère que vous aurez compris que c'est hyper important. Donc, il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de dire. Les oméga 3 étant très fragiles et sensibles à la lumière et à l'oxydation et à la température, il est préférable de les consommer en général crus. Donc, pour ceux qui aiment le poisson cru, je propose de les consommer effectivement plutôt en marinade ou en tout cas cuit à très basse température, c'est-à-dire en dessous de 60 degrés. Donc cuisson longue mais douce et de conserver les huiles au réfrigérateur si possible ou en tout cas dans un endroit frais à l'abri de la lumière. Et de toute façon on les achète souvent en petites bouteilles de 50 centilitres parce que déjà elles sont chères, je dois avouer, mais en plus ça permet de tourner déjà de varier les huiles parce que c'est bien aussi de varier d'huile parce que chacune a ses propriétés. Et donc, normalement, vous ne devriez pas mettre 1 mois ou 2 à finir votre bouteille d'huile. Donc, dans le frigo, ça ne prend pas trop de place, une petite bouteille de 50 centilitres. C'est bien de tourner avec 2, d'ailleurs. Une petite huile de colza, une huile de lin ou de chanvre, c'est super, de soja. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait donner une petite recette aussi, peut-être. Allons-y. Qu'est-ce que tu en penses avec plaisir, pour être sûr d'avoir justement la bonne dose dans notre journée. Et moi je propose comme recette le matin, pour ceux qui ont un petit peu de temps, qui sont un peu courageux. En même temps, ça prend pas tant de temps, je me suis chronométrée, c'est 7 minutes. Bon. C'est correct. C'est correct, je trouve. Autant peut remplacer la tartine à mettre dans le grille-pain, à la beurrer, le lait à chauffer, je pense que... Ouais, t'as raison, écoute, c'est très bien. Typique français comme on l'entendait, je pense il y a quelques années, peut-être moins maintenant, mais finalement on met bien une dizaine de minutes à... C'est vrai. Donc après le verre d'eau chaude, effectivement, que je préconise au petit déjeuner, et la méditation ou les petits exercices comme une petite salutation au soleil ou des exercices respiratoires, on peut manger un miam aux fruits. Alors le miam aux fruits, c'est la recette de France Guilin, donc ça lui appartient, donc je la mentionne. Le miam aux fruits consiste à écraser une banane, ou une demi si elle est vraiment très grosse, de rajouter donc en huile 2 cuillerées à soupe environ donc soit de lin, de chanvre, de colza, etc.
Ensuite, on rajoute des graines de sésame et des graines de lin broyé. D'accord, Voilà. et bien broyé comme tu nous l'as Ouais, bien spécifié broyé. tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on peut rajouter plein de sortes d'oléagineux comme les amandes, les noix. On peut rajouter aussi des baies de goji qui sont très antioxydantes ou des baies ou des canneberges D'accord. ou des petits fruits secs. Et enfin, on rajoute trois fruits, 2 à 3 fruits de saison, bien sûr. En ce moment, c'est la fraise, la pastèque, la pêche, c'est très bon. Et tu les mixes ou... Donc là, je les coupe en petits morceaux. Et puis après, la taille varie en fonction de l'activité qu'on va avoir dans la matinée. Effectivement, si on est devant notre ordinateur ou si on va être plutôt physique, on va augmenter un peu la quantité. Voilà, on va l'adapter à notre activité physique. Et en fait, ce petit déjeuner couvre vraiment déjà tous nos besoins en acides gras essentiels et la principale partie en antioxydants qu'on trouve donc dans les fruits. Donc c'est un repas très équilibré qui va nous permettre de tenir entre au moins 4 heures. On ne sera pas lourd, on aura plein d'énergie. Vous faites ça au bout de, même tous les jours, au bout d'une semaine, je vous garantis plus d'énergie et même quelques centaines de kilos en moins par rapport à ceux qui mangent du pain blanc avec de la confiture. Parce que le matin, c'est vraiment important d'avoir des repas à la fois protéiques et lipidiques parce que c'est le moment où on va aller consommer plus d'énergie. Et alors que si on prend... Enfin, au chocolat, tout ça, c'est vrai que ça plombe en fait. Ça plombe, mais en plus, après, si on prend trop de glucides le matin, on risque d'avoir vraiment un pic, déjà un pic d'hyperglycémie qui est suivi par un pic d'hypoglycémie. Et en général, 1 à 2 heures après, on a vraiment un pic de fatigue, où on ne se sent pas bien. Donc on va prendre un café, on va avec son sucre, on va prendre une petite collation. Et du coup, on passe son temps à faire des pics d'hypoglycémie, d'hyperglycémie qui sont vraiment pas sains pour la santé. C'est des petits reboostants, mais éphémères en fait à chaque fois. Voilà, exactement, éphémère. Je te remercie d'avoir résumé. Exactement. Ouais, finalement, il n'y a pas de nutriments à proprement. C'est complètement vide, un pain blanc, c'est complètement. Puis c'est vraiment du sucre, il faut le savoir. On n'a pas l'impression, mais c'est du sucre, c'est presque aussi rapide que du sucre blanc. C'est-à-dire que le pain blanc d'aujourd'hui, c'était pas le pain blanc d'il y a 20, 30, non, 40 ans. Non, c'est ça. Il y a moins de nutriments, il y a de plus en plus de gluten proportionnellement aux minéraux qu'il y a dedans. D'ailleurs, il est vide de minéraux pratiquement, puisqu'il est fait avec des farines qui sont très pauvres. Donc, pour ceux déjà en plus qui sont intolérants au gluten, c'est juste une catastrophe, ça va les faire gonfler. Et donc, ça n'apporte vraiment rien. Donc, par contre, si on n'a pas envie de consommer ce petit déjeuner tous les jours, si on est un peu pressé, etc., on peut aussi alterner avec, par exemple, des œufs à la coque. Les œufs à la coque, c'est super parce que ça va aussi apporter des oméga 3, des vitamines, des protéines, des lipides, plein de choses. Et j'insiste sur la cuisson coque parce que justement, il est très important de consommer le jaune le moins cuit possible avec un blanc le plus cuit possible. Et notamment pour les gens qui ont des problèmes de cholestérol. Puisque en fait, la lécithine du jaune d'œuf va permettre de transporter le cholestérol là où il faut et va lui éviter justement de stagner en dehors de la cellule, surtout s'il n'y a pas assez d'oméga 3, le cholestérol il ne peut pas rentrer dans la cellule, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et du coup, il ne faut vraiment pas avoir peur, même quand on a un taux de cholestérol un petit peu élevé, de manger des œufs coques. Au contraire, il vaut mieux manger des œufs coques que du fromage. D'accord. C'est bien meilleur pour la santé. C'est vrai, à un moment donné, on nous disait qu'il fallait manger des protéines le matin, donc il y a des gens qui mangeaient du fromage, de la viande ou de la charcuterie avec du pain. Oui, mais alors ça, justement, on peut les prendre le matin. Ça, c'est vraiment bien. Plutôt que le soir. Le soir, il faudrait vraiment éviter ces graisses saturées. Tout ce qui est gras, effectivement, le soir, ça va plutôt être stocké. Au niveau de l'endormissement, c'est peut-être moins... C'est moins bon, c'est plus excitant, c'est plus inflammatoire. Pour les problèmes des gens qui ont des petits problèmes d'humeur, en plus, ça favorisait ni l'humeur ni le sommeil, les viandes le soir. Donc vraiment à privilégier le matin ou le midi, les viandes. D'accord. Et donc par rapport, pourquoi on parlait des... Oui, prendre plutôt protéines et lipides le matin, parce que ça, effectivement, ça va être consommé dans la journée. Éviter le sucre le matin. Éviter le sucre en général. Le sucre rapide. Et le sucre en général, je te remercie de mettre l'accent là-dessus parce qu'effectivement, pour moi, c'est un petit peu le poison numéro 1 de notre société, c'est le sucre.